Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Hermès, des derniers résultats qui ont été publiés. On va regarder aussi les chiffres et la valorisation de l'entreprise, sachant que j'ai fait un fichier de projection, donc je commence à trouver un prix à payer pour ce business. L'entreprise, elle a bien corrigé là depuis la dernière fois qu'on avait fait une vidéo, il y a de ça 5 semaines. À savoir que justement, quand j'avais fait mon analyse à l'époque, on était à 2486 euros par action et je refusais de l'acheter. Aujourd'hui, on est à 2287, on l'a quand même bien corrigé. Et je vous propose donc d'en parler aujourd'hui en vidéo. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision sur des entreprises, mais au final, vous prenez vos propres décisions. Alors, petit rappel rapide, sachant qu'on a déjà fait, comme je vous le disais, une vidéo, donc vous retrouverez aussi des autres informations qui sont quand même assez récentes. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous mettre une mise à jour de mes chiffres, sachant que je suis en train de travailler dessus. Alors, juste pour revenir sur le business, Hermès, c'est une entreprise de luxe française fondée en 1837. Ils sont spécialisés dans la maroquinerie, la mode, les parfums, accessoires haut de gamme, etc. Ils sont clairement réputés pour leur savoir-faire artisanal, le fait qu'ils sont vraiment dans le très haut de gamme avec des produits faits en France. Ils ont des produits phares comme le sac Birkin, etc. Ils ont un chiffre d'affaires qui a été en bonne croissance ces dernières années. Ils ont une stratégie qui est axée sur la rareté, des clients fidèles. Et c'est intéressant parce que cette entreprise, je la connais notamment parce que je connais des maroquiniers et de chez Hermès et de chez LVMH. Il y a des ateliers pas loin d'où je fais de l'immobilier. Et donc j'ai souvent discuté avec eux des volumes de production, des produits qu'ils fabriquent, Birkin, Constance, etc. Le travail sur la commande contre le travail en magasin, un petit peu comment ça se passe en magasin, etc. J'en parlerai pas trop dans cette vidéo parce que ils sont quand même assez discrets sur ce qu'ils font et les volumes de fabrication, etc. C'est des choses qui restent plutôt secrètes, donc je vais pas en parler non plus. Et évidemment, je ne travaille pas au sein de ces entreprises, donc tout ce que je vous dis, c'est extrêmement anecdotique et au final, on pourra se référer à ce que nous disent les marques sur la rareté de leurs produits, etc. Si vous voulez plus d'informations, les personnes dans l'entreprise seront mieux placées que moi. Mais je tenais quand même à vous partager ces anecdotes. On va aller voir les derniers documents financiers qui ont été publiés, notamment pour le premier trimestre 2025, et ensuite on passera sur les chiffres. Alors déjà, pour tout ce qui est des peurs qu'il y a eu autour de l'augmentation des taxes douanières aux États-Unis notamment, ils ont annoncé que si elles avaient lieu, ils augmenteraient tout simplement leur prix aux États-Unis au niveau de ce qu'ils vendent. Et ils ont annoncé aussi qu'ils ne prévoyaient pas spécialement de faire des délocalisations, ce qui en même temps est cohérent parce que dans l'image de marque d'Hermès, on est sur du fait en France. D'ailleurs, c'est marrant parce que pas loin d'où j'habite, ils sont en train de fabriquer des nouveaux ateliers, de réaffecter des bâtiments, d'ouvrir des manufactures. Il y a aussi un gros centre de formation de maroquiniers pas loin de chez moi. Bref, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, je pense pas qu'ils délocalisent puisqu'ils ouvrent même des ateliers de fabrication en France. Euh, la croissance sur le premier trimestre par rapport à l'année précédente, on est à 9% en prenant en compte les taux de change et à 7% à taux de change constant. Et ils ont enregistré des croissances dans toutes les zones géographiques, ça on le verra un petit peu plus tard, ils le montent par zone géographique. Au niveau de tout ce qui est prévision, ils disent qu'ils sont confiants dans l'avenir, etc. Par contre, ils ne donnent pas du tout de prévision de croissance, c'est à noter. Bon, encore une fois, toutes les entreprises ne le font pas, donc je ne vais pas leur en tenir rigueur, mais c'est vrai que des fois, les entreprises peuvent nous dire où est-ce qu'ils voient la croissance aller, et là, ils ne nous le disent pas. Au niveau de la croissance, on en a en Europe. En Asie, on arrive à encore avoir de la croissance, notamment beaucoup au Japon. Et si on prend tout ce qui est Asie-Pacifique sans le Japon, là, on est à 1,2% de croissance. Donc, on voit le ralentissement qu'on a eu notamment en Chine. Ça fait des années que je dis que le consommateur va mal, va aller encore plus mal, je confirme mon avis là-dessus. Ça se voit dans beaucoup d'entreprises qui souffrent là-bas, l'automobile, maintenant le luxe, et l'histoire n'est pas finie, hélas. J'espère que ça ira pour eux. Mais y ayant vécu plusieurs années, je voyais déjà des problèmes à l'époque. Évidemment, ce que je vous dis, c'est anecdotique, c'est personnel, mais je pense que le consommateur a de gros problèmes à venir devant lui, et donc je ne suis pas étonné que ces entreprises souffrent. Et aux États-Unis, on a encore de la croissance, et au Moyen-Orient aussi. Rapidement, ils nous partagent aussi leurs chiffres. Au niveau des marges nettes, on est toujours à plus de 30%, ça a un petit peu baissé là, de presque 2%. Ils ont aussi évidemment des cash flows issus d'opérations positives, ils investissent, donc évidemment achat d'usines, etc. Et ils ont un flux de trésorerie disponible qui est largement positif. Et ce que j'apprécie ici, c'est qu'on est sur une entreprise qui nous montre les chiffres, qui les calcule pour nous. Et ça, généralement, ça sent plutôt bon. Parce que quand on a une entreprise qui ne veut pas tout montrer ou qui a des difficultés, généralement, ils ne détaillent pas autant. Et généralement, c'est un très bon signe quand vous allez dans les documents financiers d'une entreprise. Comme je vous le disais, je travaille sur un fichier de valorisation que je vais vous partager et on va aussi retourner voir ensemble quelques chiffres. Alors, j'avais fait une vidéo très complète il y a peu, donc vous aviez aussi plus en détail les documents financiers. On était sur les résultats annuels, donc j'étais allé voir le bilan, etc. N'hésitez pas à retourner la voir, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et j'avais aussi regardé tout ce qui était la gestion du cash de l'entreprise, etc. Il n'y avait pas trop de problème. On va repasser sur quelques chiffres ensemble, mais on ne va pas y passer autant de temps que la dernière fois et je vais plus vite vous amener sur ma valorisation et le prix à payer. Aujourd'hui, en tout cas, d'après mes projections.
Donc, comme je vous le disais, entreprise qui a eu une belle croissance au chiffre d'affaires depuis 10 ans, à plus de 13% en annuel composé. Au niveau des marges, pareil, on va les regarder rapidement, mais on a une vraie capacité à fixer les prix. Évidemment, on est dans le luxe, donc c'est pas non plus incohérent. Les personnes sont prêtes à payer un certain prix pour le produit puisqu'il y a de la demande et il y a assez peu d'offres. Hermès limite les quantités de produits et d'ailleurs, quand on vous propose un produit, généralement, il vaut mieux pas le refuser parce que vu qu'on est dans l'ultra luxe, il y a assez peu de produits disponibles et la demande est tout le temps sur les mêmes produits phares et généralement en boutique, c'est pas si simple de ça que d'avoir accès à des produits très haut de gamme. Donc oui, capacité à fixer les prix chez Hermès. Et les marges nettes, elles ont bien augmenté ces dernières années. Vous voyez comme on le voit ici et depuis quelques années, elles tiennent entre 29 et 30, 32%. Au niveau de la trésor, on avait déjà regardé à l'époque, mais normalement, il n'y a pas de problème. On a les flux de trésor issus des opérations. Le dividende, ils peuvent le payer avec les flux de trésor. Si on va regarder tout ce qui est le cash total, il y en a beaucoup de souvenirs, effectivement. Donc, et il est en augmentation, ça je m'en souvenais aussi. Et si on va prendre tout ce qui est dette long terme, notamment, on voit qu'il n'y a pas trop de soucis pour la couvrir non plus. Donc, entreprise qui est vraiment saine financièrement. Et le dernier point que je voulais vous montrer aussi, c'est le dividende. Il l'augmente beaucoup depuis plusieurs années en composé et l'entreprise, elle a clairement fait mieux que le S&P 500 avec les dividendes réinvestis et sans les dividendes réinvestis. À savoir aussi que le rendement a fortement baissé, tout simplement parce que le titre s'est beaucoup apprécié. Et ça, on va le voir dans les valorisations. L'entreprise, quand même, elle se paye beaucoup plus cher qu'elle a pu se payer à l'époque, je pense, vu ce qui s'est passé sur le rendement du dividende. On va aller prendre le prix par rapport au chiffre d'affaires pour commencer. Et oui, regardez, il y a 10 ans, l'entreprise se payait 7 à 8 fois le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle se paye 16 fois le chiffre d'affaires. C'est quand même beaucoup, hein. Après, on verra la croissance et les marges, même si on les a déjà un peu regardées avant, mais 16 fois le chiffre d'affaires pour 13 et quelques pourcents de croissance sur 10 ans en composé et des marges à 30%. Déjà, juste de tête comme ça, c'est un petit peu cher payé à mon avis. On va regarder le PER, pareil, il s'est fortement apprécié. Ça se payait 30 fois les bénéfices à l'époque. Aujourd'hui, ça se paye plus de 50 fois les bénéfices. Et sur les flux de trésor, ça va être à peu près la même chose. Vous le voyez ici, aujourd'hui, ça se paye plus de 60 fois le flux de trésor. Ça se paye 30 fois à l'époque. Alors avec la baisse récente, évidemment les ratios se sont un peu compressés, mais on n'est pas revenu sur du 30 fois les flux de trésorerie disponibles. Et ça, on va le retrouver dans mes chiffres de valorisation. Si je m'amuse à projeter en demandant 10% par an, en estimant que le marché pourrait payer 30 fois les bénéfices de l'entreprise, et ça c'est mon estimation, et personnellement, je ne suis pas à l'aise à payer ça plus de 30 fois les bénéfices. On l'a vu, une belle croissance quand même à deux chiffres, à un peu plus de 13%, des marges à 30%, mais je ne vais pas payer ça 50 fois les bénéfices parce qu'au niveau de la croissance, je ne pense pas que l'entreprise elle va faire 20% de croissance sur le chiffre d'affaires en composé pour toujours. Ça, c'est ma vision des choses. Et de la même façon, là, j'ai mis 9% de croissance cette année, puisque c'est ce qu'ils ont fait au premier trimestre. Et ensuite, si je nous mets sur le long terme, même à 12-13%, peut-être on pourrait se mettre à 13%, on va essayer, hein. On va le faire ensemble. On est toujours sur un prix à payer qui serait autour des 1600 euros. Et si je nous mets à 19% ce qu'ils ont fait sur les 4 dernières années en composé, ça nous amènerait à la payer un petit peu plus de 2000 euros. Et le titre actuellement s'échange à 2200 euros. Donc encore une fois, si je fais mes projections, et je ne suis pas du tout à l'aise à mettre 19% de croissance par an pendant 5 ans en composé. Personnellement, je mettrais beaucoup plus facilement sur les 10-12%. Si on a une reprise, peut-être 13% comme je vous le disais, mais voilà, c'est certainement une entreprise à laquelle je commencerai à beaucoup m'intéresser à partir de 1600 euros, hélas, et pas du tout à 2002. Cependant, si votre projection et votre analyse, elle vous dit que vous voyez 20% de croissance par an composée sur les 5 prochaines années, ou que vous êtes prêt à payer l'entreprise d'ailleurs beaucoup plus cher, si vous êtes prêt à dire que dans 5-6 ans, le marché vous la payera 50 fois les bénéfices, et bien là, effectivement, ça nous la met à un prix à payer aujourd'hui à plus de 2000 euros, même si je nous mets à aller 40 fois les bénéfices payés par le marché et 13% de croissance là sur 4-5 ans en composé, ça nous la met à un prix qui est raisonnable aujourd'hui. Mais personnellement, et encore une fois, c'est mon argent que j'ai investi et chacun sera fait ses propres analyses, mais si je me mets à 30 fois les bénéfices, qui est déjà très bien payé et une croissance raisonnable, même à 13% là, sur les 5 prochaines années, sauf cette année avec le ralentissement, je ne peux pas la payer ce prix-là. Ce qui va m'amener à ma conclusion. C'est une très belle entreprise sur le papier et dans les retours qui sont certes anecdotiques que j'ai eu, mais de personnes qui y travaillent, c'est aussi une très belle entreprise. Les chiffres sont excellents. L'entreprise a une très bonne gestion historique. Elle a eu une très belle performance ces dernières années parce que le chiffre d'affaires a explosé, comme vous l'avez vu, notamment entre 2020 et 2022-2023. Je peux vous le remontrer si vous voulez, mais on a vraiment eu une explosion du chiffre d'affaires sur cette période. Regardez ici, de 2020 à 2022, on double le chiffre d'affaires et donc l'entreprise s'est fortement appréciée en bourse aussi. Cependant, aujourd'hui, la valorisation, pour moi,
Déjà, elle est historiquement élevée, on le regardait sur les graphiques, et je ne me vois pas me positionner sur ces niveaux, c'est trop cher à mon goût, et je m'amuserai par contre surtout pas à parier contre cette entreprise, parce que si elle arrive à nous tenir 19% de croissance comme elle l'a fait là entre 2021 et 2024, et qu'elle tient ses marges, là regardez, si je nous mets à 19% pendant 5 ans, même cette année, bon cette année il ne faut pas rêver non plus vu le début d'année, mais voilà, si je nous mets à 19% de croissance par an composé sur les prochaines années, et un PER de 30 à payer par le marché, que je réactualise dans ce présent en demandant 10% de retour sur investissement annualisé, je peux l'appeler plus de 2000 euros. Mais je ne suis pas du tout à l'aise, de par mon analyse qualitative, à mettre autant de croissance. À savoir aussi que l'entreprise, si elle corrige récemment, je le comprends, on a un ralentissement sur tout le secteur, même eux, leur chiffre d'affaires, il augmente un petit peu moins vite que les années précédentes, et donc c'est normal que les valorisations commencent à se compresser. Donc à ce prix, je passe mon chemin, mais ce n'est pas du tout des raisons qualitatives. Très belle entreprise, je pense qu'elle a pignon sur rue, je ne pense pas qu'elle va disparaître demain. Et si les valorisations baissent ou si l'entreprise parvient à grandir dans la valorisation via une explosion du chiffre d'affaires ou des marges, eh bien, rien qui me choque et je comprends que beaucoup de personnes s'y intéressent, notamment parce que c'est une entreprise qui peut rentrer en PEA, c'est aussi une entreprise française très connue et donc forcément, eh bien, ça intéresse en bourse quand on parle de ce genre d'entreprise. Rien à dire, très beau business, juste trop cher à mon goût et ce sera ma conclusion. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse, prenez lien en description pour découvrir le programme dans lequel vous avez accès à la formation vidéo, mais aussi à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives que je fais chaque semaine, des sessions de travail ensemble, des analyses, etc. Un grand merci pour votre soutien depuis les débuts. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Excellente journée à tous.